2020-2025, les premières tensions fortes géopolitiques devraient naître. Ah oui. Ça veut dire aussi que normalement, je dis bien normalement, des continents oubliés, un continent oublié aujourd'hui, l'Afrique, qui ne participe pas encore vraiment au concert des richesses des nations, ce continent-là qui devrait émerger parce que partiellement il est pris par la Chine ou bien par d'autres, ne pourrait pas s'éveiller à son tour ? Non, je ne suis pas aussi pessimiste. Non, il y aura des mécanismes qui vont se mettre en place. Enfin, il faut voir que l'histoire de l'Afrique est quand même très récente en termes d'émancipation. C'est un continent qui avait vécu sous notre tutelle pendant... Ce n'est pas la meilleure manière de s'émanciper que de vivre sous la tutelle, surtout quand on n'a pas vraiment fait tous les efforts pour qu'il s'émancipe à ce moment-là. Donc, nous souvenons-nous, De Gaulle, etc. Et donc, il faut le temps que tout ceci s'organise. La principale difficulté, indépendamment des aspects de rareté, oui, le problème est humain. C'est qu'on a une mondialisation. Donc moi, j'imagine logiquement plus de partage, plus d'échanges, plus de réseaux, plus de... Seulement, le problème, c'est que l'être humain, pour l'instant, a démontré qu'il ne voulait pas. Il est content pour la mondialisation, à condition qu'il soit le premier. On vient de voir une étape très importante politique. On ne va pas faire de politique aujourd'hui, mais c'est vrai que l'Europe, en décidant, la France et l'Allemagne, l'accord qu'il y a eu, en parlant pour la première fois de fédéralisme, et donc en anticipant à 10 ans, 20 ans des États-Unis d'Europe ou des choses comme ça. Vous avez vu la levée bouclier, ça se fait. Mais ça, c'est politique. Mais si vous prenez une entreprise, je ne suis pas sûr que Peugeot ait envie de disparaître telle qu'elle. Mais peut-être que si, d'ailleurs. S'ils pouvaient s'accorder. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'alliances, etc. Reste que les gens... Globalement, c'est pareil dans le monde du boulot. Tout le monde pense qu'il n'est pas assez payé par rapport à son niveau et qu'il est meilleur que les autres. C'est un truc fondamental, je veux dire. Et on a beaucoup de mal à se rendre compte dans sa vie que finalement, on est à un certain niveau et on fait ce qu'on peut à son niveau. Tout le monde veut être meilleur. Et ça, c'est une nature humaine qui est un peu antagoniste avec ça, avec deux systèmes. Ou bien ça ne marche pas et ça pète et ça explose, c'est la crise, etc. Ou bien il y a une super concentration, et là on arrive dans 1984, le livre d'Orwell, où il y a une sorte de pilotage général par une énorme entreprise mondiale, ou par quelques énormes qui se partagent le bout de beefsteak, et il y aura malgré tout des pauvres et des riches. Donc si vous voulez, dans les deux cas, malheureusement, la gentille société qui partage, où chacun, globalement, apporte son savoir-faire dans une magnifique pierre pour l'édifice, évidemment, c'est une vue qui n'aura pas lieu. Je veux dire, on se trompe en disant ça, on est sûr qu'on se gourre. Mais n'empêche qu'on peut aller vers des pistes de ce genre. Ça veut donc dire que, à la fois, les ingénieurs et spécialistes que vous êtes nous disent voilà clairement où on va, c'est-à-dire une modification de l'industrie, c'est-à-dire que la ressource première ne viendra plus d'une carrière, mais viendra d'un recyclage avec toute une filière en amont. Ça, c'est ce que vous avez dit, Pierre Tambourin. Deuxième grande chose que vous dites, l'un et l'autre, c'est qu'il y a... Vous ignorez quelle est la valeur fondamentale qui va l'emporter entre, d'une part, je vais être simple, la cupidité, ou bien une notion de partage bien compris. Non, mais on sait ce qui va se passer, et ça va être la cupidité. Simplement, il va y avoir des accords par la force des choses, parce que ça ne marchera plus. On ne pourra plus fabriquer les choses de la même manière qu'avant. Et en même temps, la cupidité l'emportera d'une manière ou d'une autre. Je crois pas. Faut pas rêver à un monde idyllique. Enfin, je suis pas sûr. On est parti en plus, voilà. Mais, alors, oui. Commentaire là-dessus ou pas de commentaire? Non. Alors, il y a quand même un développement que j'aimerais engager avec vous. C'est toute la filière précisément que je décrivais tout à l'heure en amont que vous avez évoqué, le recyclage. Et vous avez dit attention, ça va arriver très très vite. Ici se trouvent des chefs d'entreprise, se trouvent des commerçants, des artisans. Quand vous dites ça va arriver très très vite, ça veut dire clairement, concrètement, aujourd'hui, peut-on déjà faire quelque chose? Peut-on se préparer à quelque chose? C'est pas peut-on, on devrait. Enfin, je trouve que, je le répète, il y a une forme de politique de l'autruche dont on devrait prendre conscience, et on devrait, d'autant que, du point de vue business, ce sera, alors pour peu qu'on investisse et qu'on sache traiter ça, ce sera probablement assez lucratif, puisque en recyclant de manière intelligente, vous vous réappropriez une partie de cette richesse qui, elle, sera de moins en moins disponible autour de nous, quoi. Donc, et ça, c'est capital. De toute façon, ce sera obligatoire. Alors maintenant, sur l'aspect cupidité ou pas, c'est plus complexe que ça. L'homme que nous sommes a été sélectionné au cours de centaines de milliers d'années par une génétique qui l'a conduit à essayer de survivre. D'abord presque individuellement, puis ensuite en groupe.
Et au fond, c'est ce qui nous guide dans nos comportements. Et on voit bien qu'aussitôt qu'il y a des difficultés majeures, ces comportements d'agressivité, de défense prennent le pas, ça revient de la cupidité si on veut, sur une forme d'altruisme, etc. Mais à l'encontre de ça, il y a aussi le besoin, on le voit bien aujourd'hui, dans des problèmes qui ne nous épargnent pas de dettes, etc. Il n'est pas intéressant pour les États-Unis ni pour la Chine que nos économies s'effondrent, parce que d'une certaine manière, eux aussi vont subir les conséquences. Donc il y a une forme de super-organisation qui va se mettre en place. Moi, là, je touche les limites de ma compétence, hein, franchement. C'est loin des sciences du vivant, quoi. Merci beaucoup, Pierre Tambourin. Et nous accueillons, mesdames et messieurs, André-Yves Portneuf. Merci beaucoup d'être là. Bonjour. Merci. Vous avez votre micro, tout va bien, installez-vous. Merci d'être parmi vous. Je suis complètement confus d'avoir été tellement confus dans ma conduite. Ainsi est le monde et vous tombez bien. Regardez, d'abord puis-je vous présenter André-Yves Portneuf, qui est le directeur de l'Observatoire de la Révolution de l'Intelligence, Futurible International. S'il y a bien ici une personne qui est dévolue à prévoir ce qui va se passer, c'est André-Yves. André-Yves, vous êtes en retard, mais ingénieur tout d'abord. Vous êtes universitaire et puis métallurgiste du nucléaire, c'est bien ça. Voilà. Et puis ensuite, vous êtes devenu journaliste. Oui, absolument. Vous êtes devenu journaliste avant d'avoir été récupéré par certains pouvoirs qui vous ont demandé « Donnez-nous une synthèse sur l'intelligence artificielle et les technologies de demain ». Et à ce titre-là, vous êtes devenu précurseur en France de l'économie de l'immatériel, c'est bien cela ? Oui. On m'a demandé de faire une synthèse de l'impact de la technique sur la société avec la direction de la prospective du ministère de la Recherche de l'époque, ce qui a donné le premier rapport français sur l'immatériel qui n'est toujours pas compris depuis 1983 et que l'on confond avec n'importe quoi, avec le numérique, etc. Pour vous, André-Yves, l'industrie de demain, selon vous, à quoi va-t-elle ressembler ? Vous savez, c'est toujours dangereux de poser une telle question à un prospectiviste, parce qu'il répond, ça dépend, parce que l'avenir n'est pas écrit. C'est ça, le credo de la prospective, c'est de dire il y a une infinité de futurs possibles aujourd'hui, d'où l'expression futurible, qui est la contraction, pas nécessairement de futur horrible, il y en a beaucoup, il suffit de continuer tout droit. Moi, je suis pas allé très droit, j'ai fait beaucoup de détours, mais notamment ce soir. Mais si on continue tout droit, on va au désastre. Au désastre avec un S, d'ailleurs. Il y aura plusieurs désastres successifs. Mais on peut leur donner des noms à ces désastres, ce serait, par exemple? Oui, désastres, la crise économique, la chute de l'emploi, mais aussi pire, des scénarios qui sont tout à fait vraisemblables car ils sont en train de commencer, face à la chute de l'emploi, à la chute de la confiance qui a commencé déjà il y a 20 ans dans les dirigeants, notamment politiques, eh bien une montée du fascisme, du néofascisme. On a en ce moment, en Europe, sur le sol européen, de l'Italie à la Hongrie en passant par la Scandinavie, des mouvements dans ce genre. Un ex-ministre italien disait le drapeau national, je m'en torche. Bon. Donc, si on continue tout droit, des désastres possibles. D'autres scénarios qui est le scénario de la montée, de la prise en main des économies et donc des États, et ça a commencé à aller en Russie, et Berlusconi a montré la voie, par les mafias. Le dernier des juges du pool anti-mafia de Falcone et Borsellino, c'était 92, survivant il y a un mois à Paris, disait « Il y a un marché pour l'offre du crime, donc le crime va se développer et il est en train de prendre en main nos économies, si nous n'y prenons garde. » Donc, scénario du pire possible, comment éviter? Quels sont les autres scénarios? Alors, les autres scénarios, c'est que nous reprenions... Sur l'entreprise, sur l'entreprise, sur l'industrie. Mais l'entreprise est liée à la société. On ne peut pas séparer l'entreprise de la société. Est-ce que dans nos sociétés, nous laissons s'établir la loi du plus fort
Et ça fait 30 ans que l'économie a été prise en main depuis l'ère Thatcher. Vous voyez le lien entre l'État et l'entreprise. Depuis l'ère Thatcher et Reagan, les Chicago Boys nous ont fait croire des balivernes, c'est-à-dire que la valeur d'une entreprise change à chaque milliardième de seconde, c'est la valeur en bourse, et on se met à gérer du vent. Et quand on gère du vent, arrive la tempête. C'est normal. Et 30 ans après, tout s'effondre. Et tout est en train de s'effondrer. Et les États demandent conseil à des banquiers ou des ex-banquiers pour nous sortir du gouffre où nous ont mis ces banquiers et ces ex-banquiers. Et donc, on revient directement à l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise? Il y a aujourd'hui deux tendances, deux visions du monde qui font deux visions de l'homme et deux visions de l'entreprise. Il y a l'entreprise est un bien que j'achète et que je vends, et si pour faire plus d'argent à court terme, tout de suite, l'économie du gangstérisme. Je veux faire du fric tout de suite et je me fous des résultats pour la société, pour l'écologie. Eh bien, je tue l'entreprise si je dois gagner plus d'argent. Par exemple, si j'ai une très grande entreprise de distribution, je suis l'un des actionnaires minoritaires mais importants, je vais préconiser de couper en trois cette grande entreprise de distribution qui se trouve à un carrefour aujourd'hui, car si on la coupe en trois, elle va mourir. Mais un actionnaire va gagner quelques centaines de millions. Très bien. Ça, c'est l'économie du gangstérisme. On gagne tout de suite et on se fiche de l'avenir. Mais si on se fiche de l'avenir, il n'y a pas d'avenir. On peut voler beaucoup tant qu'il y a encore des gens à voler. Et l'autre possibilité. Et l'autre entreprise qui est une autre vision du monde qui n'est pas nouvelle. Le fondateur du Centre des jeunes dirigeants en 1938 l'énonçait très bien. Il disait « Une entreprise, c'est un groupe d'hommes, de personnes qui, ensemble, créent de la valeur pour eux, mais aussi pour la société. » Et il ajoutait « Le profit n'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin. » C'est une entreprise humaine. C'est l'entreprise humaniste. C'est l'entreprise qui... Et c'est l'État, car on ne peut pas avoir une entreprise humaniste dans un État totalitaire. C'est l'État où force doit rester à la loi.